Bonjour à tous et à toutes, et un grand merci de m'avoir permis de faire cette conférence à distance. Il est vrai que j'aurais tellement aimé être parmi vous. Alors voilà, ce matin, comment relier profondément les futurs enseignants avec la nature? C'est devenu une question d'actualité, c'est un enjeu crucial, comme nous allons le voir. Et la question qui se pose, c'est est-il possible de généraliser l'éducation par la nature? À quelles conditions? Alors, d'abord, une brève présentation de mon parcours personnel en lien avec l'éducation par la nature. Alors, loin de vouloir faire un petit exposé biographique qui n'aurait d'autre objectif que de mettre en évidence mon parcours en tant que tel, la question, vous le verrez, est la suivante. Le principal facteur d'échec dans les stratégies d'apprentissage est l'écart culturel entre enseignants et apprenants. Et donc, c'est pour cette raison que je prends la peine de vous donner quelques détails sur ma vie, sur mon parcours par rapport à l'éducation par la nature, pour mieux mettre en évidence par la suite cette question de l'écart culturel entre moi en tant que formatrice et les étudiants auxquels j'ai eu affaire, ainsi que mes collègues. Alors mon parcours, très rapidement, d'abord un ancrage familial qui m'a profondément ancré dans... Alors la nature avec des guillemets en Belgique, les portions de nature vraiment sauvages sont congrues. Donc là vous allez à gauche une image du village dans lequel je suis née, avec des temps de loisirs principalement consacrés à jouer dehors, sans être sous la surveillance de nos parents. Les prédateurs n'étaient pas encore passés par là, ou en tout cas n'avaient pas suscité d'angoisse profonde chez les parents. Une famille où tant mon père que ma mère avaient un appétit pour les choses de la nature, ma mère plutôt la botanique, mon père un peu tout, un peu toutes les sciences d'une manière générale. Et c'est principalement, alors les images à droite le mettent en évidence, au cours des vacances familiales que nous passions dans les Alpes, dans les Pyrénées, que j'ai pu aussi découvrir une nature nettement plus sauvage qu'en Belgique, ça va de soi, avec des tas d'activités, y compris une prédation spectaculaire, notamment de papillons, que nous étalions avec soin de retour à la maison. Et donc voilà, cet ancrage familial était fait à la fois de moments d'émerveillement, de découverte, d'apprentissage naturaliste en tout genre, et aussi de moments de solitude personnelle, de temps vraiment de découverte individuelle de la nature. Alors c'est sans doute ce qui m'a donné l'envie de choisir la géographie comme parcours après mes secondaires. En Belgique, la géographie fait partie de la faculté des sciences, et donc aujourd'hui on parle de master en géographie, ça s'appelait une licence à l'époque, mais donc dans ce parcours, la géographie physique a énormément d'importance, et donc c'est là que j'ai pu continuer, je dirais, c'est ça qui m'a intéressée profondément, continuer cette route qui allie à la fois émerveillement, notamment ces images magnifiques de l'âme au microscope polarisant pour la géologie, mais aussi tous ces paysages profondément marqués par l'histoire que j'ai peu à peu appris à décoder. Bien sûr, la formation en géographie a dit aussi la géographie humaine, mais puisqu'on est là pour parler de nature en tant que telle, je m'en tiens à la géographie physique, avec la biogéographie qui était associée. Alors, je suis devenue professeure de géographie dans le secondaire, où j'ai enseigné 10 ans, et là j'ai aussi, je dirais, pu donner, je l'espère en tout cas, le goût à mes élèves, un goût pour les choses de la nature, à travers en tout cas une année entière consacrée à la géologie, la géomorpho, la météo, où j'essayais d'aller régulièrement sur le terrain avec eux pour découvrir
en immersion toute une série de choses. Alors, j'ai poursuivi ma route à l'Université de Liège à un moment donné en réalisant une thèse en didactique du paysage. Et là, le croisement entre l'approche sensible, l'approche cognitive est évidemment au cœur de cette thèse, puisqu'il s'agissait de préconiser une approche globale de l'apprenant à travers l'approche du paysage. Puis, en même temps, je dirais, j'ai commencé à m'impliquer dans la formation des futurs professeurs de géographie du secondaire supérieur à l'université. Et une fois ma thèse terminée, j'ai dû, je dirais, virer pour un mi-temps vers une haute école pédagogique qui s'occupe de formation des enseignants du primaire et du secondaire. Et donc là, effectivement, comme nous allons le voir, dans cette formation des enseignants du primaire en particulier, l'éducation par la nature faisait partie, sans qu'on l'appelle vraiment comme cela, de nos engagements pédagogiques. Alors, troisième ancrage et non des moindres, c'est l'ancrage associatif. Et là, je dirais lié à l'ancrage familial, hein, c'est un passage par les mouvements de jeunesse, par le scoutisme, où j'ai exercé des responsabilités et où, à l'époque où j'ai commencé cette découverte, la pédagogie de projet était au cœur des démarches préconisées avec, alors du coup, un renversement de perspective et j'ai tenu à installer pour le groupe dont j'avais la responsabilité, c'est-à-dire à peu près 65 jeunes filles, vraiment déjà des petites activités d'approche sensible de la nature. Alors cet ancrage associatif m'a donné le goût d'effectivement, j'essaie de faire les liens entre ces différents ancrages dans mon métier de prof de géo, installer cette pédagogie de projet quand j'ai pu créer une option géo avec beaucoup plus d'heures de cours par semaine. Et puis alors surtout, à partir de 1994, j'ai découvert l'équipe de l'Institut d'écopédagogie qui venait d'être créé. L'Institut d'écopédagogie a été vraiment pour moi l'occasion de découvrir tout le versant de l'éducation par l'environnement et donc par la nature également. Donc ça veut dire cette éducation qui est centrée sur le développement personnel, mais aussi sur le développement d'une citoyenneté engagée. Et c'est vraiment les contacts avec cette équipe dans laquelle je me suis engagée comme formatrice ponctuellement qui m'ont apporté vraiment toute la richesse de l'analyse réflexive par rapport à l'éducation à la vie par l'environnement et bien sûr tous les apports de Lucie Sauvé et de son équipe que j'ai rejoint par la suite. Alors, un petit mot rapide sur le contexte institutionnel belge et plus précisément sur la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est-à-dire la partie francophone qui nous concerne aujourd'hui. C'est un État fédéral en 3 communautés et 3 régions. La région wallonne, c'est à peu près un territoire comme la Bourgogne, hein, pour les Français, pour avoir une idée. Donc, c'est un petit territoire, 3 500 000 habitants. Bruxelles, c'est 1 million d'habitants avec 80% de francophones. Et ce qui est important à savoir, c'est que chaque communauté linguistique est autonome pour les compétences éducation et culture. La région est également compétente pour le soutien aux associations d'éducation relatives à l'environnement. Donc on est dans un petit territoire avec, au final, en comparaison avec les Canadiens et les Français qui sont là, très peu de monde. Alors la formation initiale des enseignants du fondamental a ceci de particulier qu'elle n'est pas encore jusqu'à présent incluse dans un parcours universitaire. C'est en travail, mais ça va seulement advenir à partir de l'année prochaine. Pour l'instant, c'est un baccalauréat en 3 ans qui est sous la responsabilité des hautes écoles pédagogiques. Donc c'est l'équivalent des UFN d'autrefois pour la France. Et alors, l'autre particularité belge, hein, c'est un peu comme au Québec, c'est qu'il y a plusieurs réseaux d'enseignement, un réseau officiel subventionné et un réseau libre subventionné
d'obédience catholique, ce dernier étant majoritaire dans le nombre d'étudiants qu'il reçoit. Et tous les enseignants de ces différents réseaux sont payés de la même manière, au même barème, par l'État. Alors, si on examine les textes qui balisent l'enseignement en Belgique, en fait, il n'y a qu'une référence à l'éducation par la nature qui vient d'advenir dans le dernier référentiel de sciences qui est sorti en juin 2022. Et donc là, on peut lire différentes choses, développer un sentiment d'appartenance à la nature, mais je dirais plus globalement, la nature est l'objet d'études dans une vision d'éducation pour l'environnement principalement, même si on note cette notion d'appartenance à l'environnement qui évoque une dimension d'ancrage personnel. Alors, pour nous, professeurs de la Haute École pédagogique Libre Mosane, donc ça veut dire que j'ai enseigné dans cette haute école qui est d'obédience catholique, mais je dirais la religion est bien loin des préoccupations des étudiants ainsi que des enseignants, il faut bien l'avouer. Les enjeux d'une éducation par la nature pour le développement de l'enfant sont à la fois au niveau du développement psychomoteur, de la santé physique, du dynamisme, de la confiance en soi, mais aussi de la connaissance empirique de la nature et du milieu environnant, tout autant que d'apprentissage praxique, d'une perception concrète, de débrouillardise, etc. Alors pour nous, d'autres enjeux sont présents, les liens affectifs qu'on peut nouer avec la nature, le sens des responsabilités, la mise en projet et la coopération. Ces 4 éléments n'étant pas mis dans cet ordre-là de manière aléatoire, en effet, nous estimons, comme les travaux sur l'éducation relative à l'environnement l'ont démontré depuis longtemps, qu'il faut d'abord nouer une relation affective avec un milieu, une personne, un animal, pour avoir envie de s'en occuper, de respecter, de veiller à son avenir. Alors, autre dimension, l'esprit critique, la complexité, la contestation aussi, l'investigation sont des axes importants dans notre stratégie de formation. Et dernier volet, c'est l'analyse réflexive, c'est cette notion de conscientisation, mais aussi de relativité et d'éducation aux valeurs. On pourrait développer, mais je vais avancer. Je vous présente également quelques axes de la formation des enseignants du primaire que nous allons développer parce que je pense que ça permet d'éclairer pourquoi, au final, nous sommes très déçus des résultats que nous obtenons. Alors, nous avons à cœur d'apprendre à nos étudiants à développer avec leurs élèves, d'apprendre à leurs élèves à développer une relation sensible avec l'environnement, d'articuler approche sensible et approche cognitive de la nature, articuler d'approche sensorielle et approche cognitive de la nature, articuler approche sensorielle et éducation physique, initier aux démarches d'investigation scientifique, changer de posture dans ces démarches, s'engager dans des projets éco-citoyens, identifier les risques sur le terrain, identifier le potentiel pédagogique d'un endroit donné et créer des activités d'apprentissage originales en fonction de ces caractéristiques. Voilà, vaste programme que nous allons un peu détailler. Alors, apprendre à développer une relation sensible avec la nature, je vous le disais, développer un lien affectif positif nous paraît être une priorité. Et donc, nous initions nos étudiants qui eux-mêmes ne sont pas dans ce registre-là, nous y reviendrons, mais qui ont besoin eux-mêmes d'être initiés, d'être conduits dans ce lien tissé avec la nature, à travers toute une série d'activités qui peuvent mettre en joie, qui peuvent émerveiller, qui peuvent susciter une tendresse, une affection pour la nature, s'amuser aussi et s'étonner de toute une série de choses. Des activités que nous leur proposons et qui sont en général transférables avec des enfants, que nous analysons avec eux, que nous essayons d'identifier en termes de potentiel d'apprentissage pour l'enfant. Alors, petite analyse critique aussi que nous menons avec eux, l'approche sensible telle que eux la conçoivent, c'est souvent faire d'abord un zoom sur les problèmes d'environnement,
Alors là, nous réfléchissons avec eux et nous les amenons à s'interroger sur les conséquences pour les enfants de les embarquer dans le registre de la tristesse, de la consternation, de l'indignation, de la colère et de la honte. Parce qu'effectivement, ce qu'on appelle la stratégie du choc n'a peut-être pas nécessairement démontré ses effets positifs. Alors, autre volet de l'analyse critique que nous menons avec eux, c'est-à-dire par rapport aux stratégies qu'on peut observer aujourd'hui de l'éducation par la nature, avec un objectif de développer un attachement via une appropriation du territoire, bien, nous sommes également critiques par rapport à certaines pratiques qui consistent à s'installer dans une forêt publique, à y construire des choses les plus solides possibles, des aménagements les plus solides possibles, de finalement être dans un registre qui ne dit pas son nom, mais que nous appelons prédation, que nous appelons occupation du territoire, d'un territoire qui devrait être partagé, mais qui devient privatisé par toute une série d'écoles. Deuxième volet, apprendre à articuler l'approche sensible avec l'approche cognitive. Et donc, ce qui nous paraît important est qu'on mène dès l'école maternelle, dans la formation des futurs enseignants du maternel, c'est d'intégrer les émotions dans la démarche scientifique. Alors pour eux, c'est une rupture par rapport à ce qu'ils considèrent, parce qu'on les a formatés au fait que émotion et cognition sont deux registres qui ne font pas bon ménage, et en particulier à l'école. Et donc, nous essayons de les réconcilier avec cette idée à partir d'activités comme par exemple la réalisation d'un diagnostic sensible, d'une cartographie sensible du quartier. Nous leur apprenons à articuler l'approche sensible avec l'approche cognitive en insistant également sur l'importance de prendre conscience de sa subjectivité dans une approche scientifique, et donc prendre conscience des filtres de la perception, du caractère subjectif du langage, de la découverte d'autres points de vue, d'autres sensibilités. Et donc on utilise toute une série d'activités qui permettent de prendre conscience des choses et de les observer avec d'autres paires de lunettes. Autre axe important, c'est d'apprendre à articuler l'approche sensorielle avec l'approche cognitive. Alors trop souvent, on observe dans les écoles des activités dites d'approche sensorielle, mais qui sont juste une activité sans lendemain, je dirais. Alors nous avons à cœur de faire un lien entre l'approche sensorielle et l'approche cognitive, et notamment au niveau du langage, d'élargir son vocabulaire, mais aussi d'affiner ses capacités de perception, pas simplement une petite activité, mais d'imaginer une progression pour chaque sens utilisé, de manière à approfondir les capacités de perception. Et également d'utiliser tout ce vocabulaire pour apprendre à décrire et à réfléchir. Petite analyse critique que nous faisons avec eux, quand on demande à nos étudiants c'est quoi l'approche des 5 sens. Ben voilà, c'est les 5 sens d'Aristote, tout compte fait. Et depuis le 1er siècle avant Jésus-Christ, il y a bien du chemin qui a été fait, et pourtant, dans les programmes scolaires qui en parlent, dans les écoles, on en est toujours resté là. Bien sûr, c'est important de découvrir les fonctions dites exécutives de base, et d'accorder de l'importance aux sens dits oubliés, hein, que sont le toucher, l'odorat, en invitant nos étudiants à se poser aussi la question des réactions des parents par rapport à leurs enfants quand ils vont revenir un petit peu souillés de leur sortie en nature. Mais nous invitons nos étudiants à s'interroger aussi sur les autres sens que nous appelons ignorés, notamment tout ce qui concerne la proprioception, la perception spatiale en 3D, la perception spatio-temporelle, le sens de l'orientation, le sens de l'équilibre, la perception du risque. Tous ces sens ne sont pas tout simplement pris en considération, sauf peut-être en tant que tels dans
les cours d'éducation physique, mais pas nécessairement intégrés dans le versant cognitif de l'approche de la nature pour apprécier finalement la texture d'un sol. Il ne suffit pas de toucher, il faut sous-peser les choses, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors, autre axe, c'est apprendre à initier les enfants aux démarches d'investigation scientifique. L'approche complexe, l'approche systémique sont véritablement des piliers de l'éducation relative à l'environnement. Alors, dans cette logique, bien sûr, vous connaissez tout autant que moi les passages importants pour susciter cette démarche, mais dans les programmes chez nous, il y a un biais qui est redoutable, c'est de suggérer que les enfants se posent des questions pertinentes. Alors là, on est aussi très critique par rapport à cette question, comme s'il y avait des questions pertinentes qui sont enfouies au fond du cerveau de l'enseignant et que les enfants devraient découvrir. Deuxième axe, c'est privilégier les allers-retours sur le terrain. Généralement, les démarches préconisées, et même les démarches préconisées par les inspecteurs, privilégient d'aller une fois sur le terrain et puis on rentre et puis c'est terminé. Or, si on veut être dans une démarche itérative, il convient d'aller plus souvent sur le terrain. Je donne quelques exemples ici, mais on ne va peut-être pas s'y attarder. Observer les changements au fil du temps, reprendre une observation et une production de données, intégrer une progressivité dans les apprentissages. Les démarches d'investigation, moi je tiens vraiment à ne pas utiliser l'expression la démarche d'investigation, mais les démarches d'investigation, tant les points de départ peuvent s'avérer multiples et nous nous efforçons de leur faire vivre différentes façons d'engager un questionnement sur le terrain. Je donne quelques exemples. Autre axe, c'est apprendre à nos étudiants à changer de posture dans les démarches d'investigation. C'est une chose très très difficile. Se positionner comme chercheur avec les enfants plutôt que comme l'enseignant qui sait tout. On a beaucoup parlé de ce changement de posture, mais c'est vraiment très très difficile pour eux. Nous le faisons avec eux et nous constatons à quel point ils détestent cette posture que nous adoptons, nous accusant de connaître la réponse et de ne pas la leur dévoiler et de les laisser patauger dans la recherche de réponses aux questions qu'on se pose en observant ce qui se passe dans la nature. Enfin, non, je ne dirais pas enfin, il reste encore deux éléments. Apprendre à s'engager dans des projets éco-citoyens. Donc là, nous essayons de faire le lien avec la pédagogie de projet, avec également les projets qui se passent dans le territoire, de leur faire découvrir une série d'associations qui proposent, qui sont des auxiliaires de l'enseignant et qui peuvent les aider à, par exemple, dans le cas de l'image que vous voyez ici, le projet Ose le Vert, recrée ta cour, permet de vraiment faire exploser le tarmac dans certaines cours d'école et recréer un espace où il y a un peu plus de nature entre guillemets. Voilà un schéma qui met bien en évidence cette articulation entre les différentes approches de l'éducation par la nature que nous envisageons dans cette perspective globale d'éducation à l'éco-citoyenneté responsable où l'axe aimer peut intervenir à différents moments du parcours mais doit être probablement réactivé régulièrement pour donner envie de protéger, prendre conscience des impacts, agir, analyser et critiquer. Et donc là, ces 5 dimensions sont travaillées avec nos étudiants dans le peu d'heures que nous avons pour mener ces projets avec eux. On y reviendra. Alors, nous leur demandons aussi d'apprendre à identifier les risques sur le terrain, puisqu'on le sait aujourd'hui, les parents sont extrêmement frileux à l'idée de laisser partir leurs enfants, qui reviennent avec des bosses, avec quelques blessures. Et nous savons aussi que de plus en plus d'enfants n'ont pas l'habitude d'aller sur des chemins caillouteux, risquent de, tout simplement, marchent mal, risquent de se blesser, n'identifient pas eux-mêmes les risques, et donc nos étudiants qui eux-mêmes sont pas forcément habitués à faire ce genre
de randonnée vont aller sur le terrain pour identifier les types de risques, les zones dangereuses, là où un chemin frôle un talus, un versant qui peut s'écrouler. Et plutôt que de considérer que cela va se traduire par des interdictions, une étudiante m'avait dit qu'est-ce que tu vas faire pour travailler l'idée qu'il y a des risques sur le terrain? Ah, je vais travailler l'impératif. Ah, l'impératif, comment ça? Oui, parce que je vais leur donner des injonctions. Tu ne vas pas là, etc. etc. Et donc, évidemment, ce qu'on essaye de faire, c'est de leur dire que ce qui est intéressant, c'est de transformer ces paramètres de risque en situation d'apprentissage pour apprendre aux enfants à assurer leur propre sécurité et celle des autres. Alors, au final, après avoir parcouru durant 3 ans tous ces éléments, en troisième, nous espérons qu'ils sont à même d'identifier le potentiel pédagogique d'un endroit donné et de créer des activités d'apprentissage en fonction de ses caractéristiques. Et donc, nous leur demandons de réaliser une analyse globale que nous appelons une analyse matière-terrain avec le repérage des endroits clés, le choix de la zone à étudier, les objectifs, la recherche de contenu, le filtre enfant pour voir un petit peu dans quelle mesure c'est un milieu qui risque d'être vraiment inconnu pour eux, leur niveau de compréhension de ce qu'ils vont observer, d'anticiper les émotions qu'ils pourraient éprouver, et évidemment, très concrètement, le matériel didactique à prévoir. Alors, malgré cela, nous remettons en question chaque année notre travail. Nous n'avons pas énormément d'heures de cours. Il faut savoir que si l'on met bout à bout le cours de géo et de sciences, ça nous fait à peu près 50 heures en première année, 50 heures en deuxième et 30 heures en troisième. Donc c'est pas beaucoup. Mais bon, voilà, nous estimons que nos stratégies pédagogiques qui sont fondées sur l'isomorphisme, avec beaucoup d'expérimentation par nos étudiants, sont assez cohérentes. Et pourtant, à l'issue de la formation, c'est-à-dire en fin de troisième, nous avons mené une enquête qui nous a particulièrement interpellés. 99% des étudiants, donc presque tous, disent qu'il est important de faire découvrir la nature dans le cadre scolaire, que l'école doit favoriser les apprentissages dehors, mais 30% seulement disent qu'ils envisagent de sortir pour faire apprendre quelque chose aux élèves. Alors 30%, c'est un résidu déjà très faible, mais dans les faits, qu'en reste-t-il? Une enquête que nous avons menée auprès de nos maîtres de stage a bien démontré que pratiquement aucun enseignant ne considère que c'est important, ne le fait effectivement. Nous allons en visite de stage dans à peu près 200 écoles fondamentales et primaires, et nous savons, nous connaissons le terrain, nous savons que en fait, très peu d'écoles le font avec leurs élèves dans la proximité de l'école. Bien sûr, il y a les classes vertes ancestrales qui existent toujours, mais les enseignants eux-mêmes s'emparent rarement de cette éducation par la nature. Même en milieu rural, alors qu'on pourrait a priori considérer que c'est plus facile. Alors nous avons décidé de saisir l'opportunité que notre haute école pédagogique nous offrait, de déposer un projet de recherche qui avait comme question centrale comment former les futurs enseignants pour qu'ils soient à l'aise, qu'ils aient envie, qu'ils comprennent l'intérêt et le sens de faire du terrain une méthode pédagogique globale à part entière. On se rendait bien compte qu'il fallait changer quelque chose, que nous pensions faire notre travail convenablement, mais les résultats étaient là, il fallait plus s'en cacher. Alors, pendant la première année, nous avons réalisé une analyse des bénéfices et des freins des pratiques extramuros à l'école primaire, une étude qui rejoint une étude internationale dans la littérature anglo-saxonne, germanophone et francophone, dont les résultats, vous les connaissez probablement parce qu'ils sont maintenant largement diffusés. Une analyse de pratiques de formation initiale des enseignants à l'extramuros et de leur cadre institutionnel respectif. Nous avons étudié des pratiques au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles, une dizaine de hautes écoles,
des pratiques en Allemagne, au Royaume-Uni, en Australie, aux États-Unis, etc. En France aussi. Nous avons réalisé une analyse du profil de nos étudiants et confronté cette analyse avec les profils décrits dans la littérature. Et enfin, nous avons, sur base de cette deuxième étape, décidé de mener une expérimentation d'un module innovant. Dans l'analyse de ces pratiques, nous avons effectivement identifié une méthodologie qui nous était inconnue, c'est-à-dire l'apprentissage par le service ou par le service communautaire, dit-on volontiers au Québec, que nous ne connaissions que, je dirais, dans le cadre du service citoyen, mais pas dans le secteur de l'éducation formelle. Alors, cette équipe de recherche était composée de formateurs d'enseignants du primaire de la haute école. J'ai coordonné ce projet. Mon collègue Gilles Meunier, on nous appelle maître assistant en géographie, Hervé Bernard, un maître assistant en sciences de l'éducation, et cette recherche, durant la première année, a été menée en partenariat avec l'Institut d'écopédagogie, en particulier avec Anne-Catherine Brodeau, écopédagogue, et Delphine Brisbois, stagiaire. Alors, pour la troisième partie de cette recherche, nous avons travaillé avec des partenaires dont on reparlera plus loin. Alors, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est les résultats d'une part de notre analyse pour essayer d'expliquer nos échecs. On va s'intéresser en particulier au profil de nos étudiants, à l'écart culturel entre eux et nous, et on va faire un petit point sur certaines croyances et représentations des formateurs qui nous semblent à questionner. Alors, le profil des futurs enseignants du primaire, aujourd'hui, je le martèle d'autant plus, c'est d'abord le sédentarisme, qui fait que de plus en plus de nos étudiants sont en mauvaise condition physique. On connaît tous les chiffres de l'augmentation de l'obésité en Europe. Nos étudiants sont de plus en plus rétifs au fait de marcher. 5 km, ça nous paraît déjà énorme. Ils ne sont pas forcément équipés pour le faire. Cette sédentarité que nous avons bien connue avec le Covid, qui n'a fait que renforcer les conséquences sur notre morale, sur le fait qu'une forme de confinement social s'installe durablement, et qui génère aussi une forme d'éco-anxiété, ce qui renforce le fait que beaucoup d'étudiants, quand on leur propose une sortie impromptue par exemple, une série d'entre eux ne sont pas contents. Vous auriez dû nous prévenir, rien que l'idée de sortir, ça leur déplaît. Alors les conséquences, on va le voir, de ce sédentarisme accentué par le Covid, c'est une population d'étudiants de plus en plus déconnectés du milieu concret. Ce constat, c'est un constat général qui ressort aussi de la littérature. Et un contact très rare avec la nature. Nous avons mené une enquête auprès de nos étudiants, une enquête qui a été inspirée par une enquête menée au Québec. Nous avons repris une partie du questionnaire et nous l'avons adapté, mais notamment parmi les résultats, alors que 68% de nos étudiants vivent à la campagne, c'est-à-dire milieu en gros périurbain en Belgique. On n'a plus de milieu rural profond comme on peut en avoir ailleurs. Ils vivent à la campagne, mais pourtant 49% ne jardinent jamais. On comprend que ceux qui vivent en ville ne s'occupent pas de jardin, mais bon, voilà, c'est une réalité. 53% sortent se balader moins d'une fois par mois. Et souvent, ceux qui ont un contact avec la nature plusieurs fois par semaine, 13%, c'est pour aller promener un animal de compagnie. Alors, dans cette liste, il y a une exception, c'est ceux qui font partie de mouvements de jeunesse et qui, eux, ont l'habitude d'aller se balader dans la nature pour autre chose que pour aller promener un animal de compagnie. Alors, plus inquiétant, 18%, pour 18% des étudiants, la nature n'est pas importante pour leur famille. Et 95% n'ont aucun souvenir d'apprentissage dehors à l'école primaire. Donc voilà quelques éléments de leur profil.
Les conséquences de cette déconnexion, on a déjà évoqué leurs mauvaises conditions physiques, les peurs en tout genre, peur de toucher, peur de goûter, en fait tout ce qui est lié à, voilà, à le contact avec une nature qui est considérée comme repoussante, dégoûtante. Ils n'aiment pas les peurs, une nature sauvage. Oh, la commune ferait bien de passer ici pour enlever tout ce bois mort. Ils n'apprécient qu'une nature manucurée, bien propre. Ils ont peur du chaos, du sauvage. Leurs savoirs empiriques sont extrêmement lacunaires. J'ai repris cette petite question, où le soleil sera-t-il dans 2 heures? C'est une question que je pose chaque année aux étudiants. Rares sont ceux qui peuvent apporter une réponse. Je leur demande, tiens, où sera-t-il, à gauche, à droite, voilà. Rares sont ceux qui peuvent apporter une réponse. Comment savez-vous ça, madame? Des conceptions erronées généralisées en sciences de la Terre sont constatées partout de par le monde. Et cela a des conséquences sur les documents qu'ils vont choisir. J'ai pris ce document parce que c'est un peu un de mes dadas pour la nappe phréatique. La plupart d'entre eux et de la population en général en Belgique est persuadée qu'une nappe phréatique c'est un lac souterrain. Et alors sur internet on trouve des tas d'images, dont des images qui sont correctes, mais ils vont aller chercher cette image à gauche là qui est toute propre, bien lisse, qui présente la nappe phréatique comme un lac souterrain, alors que ça n'a strictement rien à voir. Il manque aussi de présence d'esprit. Donc en Belgique, par exemple, probablement en France aussi, on vous a appris que quand on étudie les marées, il y a 2 marées par jour. Et voilà, évidemment, dans nos classes aujourd'hui, il y a des tas d'enfants qui viennent d'ailleurs. Il y a des classes où il y a plus de 15 nationalités qui viennent du bassin méditerranéen, qui viennent de bien plus loin, de Syrie et d'ailleurs. Et donc, au fond, on continue à leur apprendre, il y a 2 marées par jour, alors que si vous regardez la carte qui est là, eh bien, ce sont les territoires en bleu où il y a 2 marées par jour. Et donc, par ailleurs, ce n'est pas vraiment comme ça. Et donc, ce manque de présence d'esprit, ce n'est pas seulement à propos des marées, c'est à propos de tas de situations où, si nous avons une vraie relation avec le milieu naturel et l'environnement, les enfants qui viennent de ces régions où il n'y a pas de marée par jour devraient pouvoir réagir en classe. Dire, mais moi je ne me souviens pas d'avoir vu de marée par jour, mais sans doute que la pression de l'autorité de l'enseignant les empêche de prendre la parole. Et on continue dans les manuels à enseigner 2 marées par jour, que nous pensons être une réalité partout dans le monde. Autre conséquence de cette ignorance, c'est la difficulté à faire des liens entre la théorie et la réalité. Quand les enseignants doivent étudier la reproduction sexuelle des fleurs, eh bien, ils vont chercher un schéma et mes étudiants vont préférer acheter un bouquet de tulipes au supermarché plutôt que de demander aux enfants de ramasser les fleurs des champs. C'est un sujet qui est souvent vu au mois de mai. Évidemment, s'ils s'amènent avec un pissenlit ou avec d'autres fleurs défaussées, on peut comprendre, c'est compliqué, c'est pas aussi simple qu'avec la tulipe. Mais au fond, ce qui est paradoxal, c'est que jamais personne ne récolte des graines de tulipes et les tulipes se multiplient par bulles. Mais ça, on ne l'enseigne pas. Donc on est en train de servir aux enfants des théories à partir de la tulipe, alors que la pauvre, elle a bien du mal à se reproduire de manière sexuée. Alors nos étudiants ont une culture scientifique rudimentaire, les tests PISA l'ont démontré. Vous avez à gauche l'échelle qui est utilisée pour apprécier leur culture scientifique, les différents niveaux de culture scientifique. En Fédération Wallonie-Bruxelles, donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'ancienne communauté française a désormais ce nom-là. En 2015, 51% des élèves de 15 ans n'arrivent pas à expliquer des phénomènes de manière scientifique. Et 2% seulement atteignent un niveau scientifique de niveau 2 ou supérieur. Donc là, c'est quand même un échec massif de l'enseignement des sciences chez nous, qui interroge. Et quand nos étudiants sont engagés à partir avec leurs élèves dans la nature et d'essayer de changer de posture, comme je le disais tout à l'heure, d'être à leur côté pour essayer
d'observer, de se poser des questions, d'essayer d'interpréter une situation, ils sont pas à l'aise, ils sont vraiment pas à l'aise. Voilà, ce changement de posture dont je parlais, il est aussi lié à leur souvenir d'expériences dehors, parce que quand ils étaient enfants, cette génération jouait encore dehors. Maintenant, ça devient de plus en plus rare. Mais la génération des étudiants que j'avais il y a quelques années jouait encore dehors et s'étonnait que leurs petits frères ou leurs petites sœurs ne le faisaient plus. Mais pour eux, jouer dehors, c'était synonyme de jeu, de liberté, d'autonomie, d'aventure, de cachette, de secret. Alors, au fond, quand ils sont en train de construire leur posture d'enseignant, ils pressentent bien tous les dangers, entre guillemets, d'adopter une posture qui reconnaîtrait la place de la liberté, de l'autonomie, de l'aventure, voire des cachettes, dans des activités ludiques d'apprentissage dehors. Donc pour eux, c'est pas évident, c'est le grand écart entre les pédagogies traditionnelles qui ont fait leur preuve, alors que cette pédagogie du dehors n'a pas encore probablement démontré suffisamment ses effets bénéfiques, c'est pas évident pour eux. Donc, en synthèse, les conséquences de la déconnexion avec la nature sont vraiment très, très importantes. Je les reprends là. Et voyons maintenant, mais plus brièvement, deux autres paramètres que nous avons étudiés. C'est l'écart culturel entre les étudiants et les formateurs. Voilà pourquoi je vous ai présenté mon profil. Mes collègues et moi, nous randonnons régulièrement. Nous avons vraiment une autre culture du rapport à la nature que nos étudiants. Et donc là, il est clair que nous avons pris conscience à quel point ça modifiait notre regard sur eux. Ça veut dire qu'on les considère volontiers comme, on va dire, comme des empotés, comme des étudiants qui se plaignent vite. On ne comprend pas pourquoi leur enthousiasme s'étiole rapidement. On est vraiment déçus parce qu'on a l'impression qu'ils ont toutes les raisons de s'enthousiasmer pour les démarches qu'on leur propose. Et au fond, l'écart entre eux et nous est aujourd'hui abyssal par rapport à la génération que je représente, hein, qui a joué dehors toute son enfance, qui a eu un contact avec la nature étroit, plus un renforcement au cours de nos études, et c'est la même chose pour les profs de biologie. Alors, on va s'attarder sur les croyances et les représentations des formateurs, juste pour épingler une chose qui me paraît importante, c'est que nous pensions que les jeux choisis par nous à leur faire découvrir ont des qualités intrinsèques telles qu'ils ne peuvent qu'éblouir les étudiants et engendrer un intérêt profond. Alors bien sûr, on travaille aussi en milieu urbain, mais quand on va dans des milieux naturels, on les choisit. Ben voilà, ce sont de beaux endroits, quoi. Ce sont des endroits de nature assez exceptionnels. Et on pensait que ça suffisait. Alors ben, là, ce sont des éléments, la lecture en tout cas de l'ouvrage de Catherine Meyer, L'affectivité en éducation, nous a bien éclairé et nous a amené à remettre en question cette croyance. Elle estime que cette vision traduit une vision behavioriste des sorties sur le terrain, surtout en milieu extraordinaire, qui consiste à considérer l'être humain comme un objet qui résulterait en une combinaison de réactions conditionnées ou de comportements sélectionnés par le milieu. Donc au fond, on est dans Pavlov, là. Finalement, implicitement, on croit que être dans de beaux paysages, dans une belle nature, ça va nécessairement les conditionner et les transformer comme un coup de baguette magique. Alors elle dit, Catherine Meyer, que cette vision procède d'une forme de naïveté assez répandue dès que l'on considère que les objets du monde sont dotés en eux-mêmes de qualités sensibles, transcendantales. Donc l'erreur, selon elle, c'est de faire fi de la dimension subjective des émotions, tout comme l'attribution d'une valeur à un milieu et à une expérience dans ce milieu. Alors c'est clair, cette dimension subjective des émotions, on le perçoit bien, nos étudiants, ils sont préoccupés par plein d'autres choses. Ils sont en train de construire leur vie affective, ils ont des problèmes personnels et ils ont aussi d'autres appétits, bien entendu, que de s'intéresser à la nature, d'autant que la plupart n'ont pas ce background qui leur permet de l'apprécier.
Et donc, je me permets d'insister sur cette remise en question qui est la nôtre, parce que je pense que cette forme de naïveté qui est la nôtre, et que Catherine Meillard dit assez répandue, mais on peut également interroger les discours que l'on entend aujourd'hui sur les pouvoirs qu'aurait la nature, les pouvoirs magiques qu'aurait la nature sur les enfants, qui les transformerait soudain en personnes respectueuses les unes des autres, prêtes à coopérer, etc., etc. Je crois que si l'on travaille avec différents types d'enfants, des enfants qui n'ont jamais été en nature et qui n'ont jamais été éduqués, qui vivent dans des milieux où la violence est la règle, ils vont peut-être probablement pas être transformés par un coup de baguette magique, surtout s'ils sont mis dans une situation où ils ont peur de ce qui peut leur arriver. Alors, deuxième remise en question de cette croyance, ce sont des articles qui ont été publiés sur la manière dont un intérêt peut s'ancrer profondément. Et donc, nous avons, comme c'est le principe des classes vertes, hein, nous pensions que finalement, lors de nos séjours résidentiels dans des milieux particuliers, au littoral, en forêt, ailleurs, les étudiants allaient être transformés simplement parce qu'on leur proposait une immersion exceptionnelle. Alors c'est ce que, cette immersion exceptionnelle, c'est ce que Idy Arakiewicz appelle un intérêt situationnel. Et ils estiment qu'en fait, pour engendrer un intérêt profond, il faut qu'il soit maintenu durant un certain temps, pour que ça persiste à long terme et que ça puisse devenir une caractéristique d'un individu. Et il est vrai que quand on interroge nos étudiants en troisième par rapport à ce qu'ils ont vécu en première, la plupart ont oublié. Ah bon, je me souviens plus. Ça ne les a pas marqués. Ça ne les a en tout cas pas marqués profondément et ça n'a pas contribué à les transformer. Et donc là, nous avons été amenés à remettre en question finalement les conditions d'enseignement dans lesquelles nous sommes, avec très peu d'heures de cours par an. Et c'est ce qui nous a amenés à nous intéresser à un autre module alternatif de formation. Et donc ce curriculum innovant que nous avons mis au point pendant 1 an, avant d'avoir la chance de pouvoir le tester pendant 2 ans, donc notre haute école nous a autorisés à expérimenter un module innovant, c'est de travailler en partenariat, alors pour le coup avec l'Institut d'éco-pédagogie, pour donner aux étudiants une formation de base en éducation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté, et puis une immersion 5 mois à temps plein dans un territoire, dans une structure qui s'occupe d'éducation à l'environnement, et où la stratégie de formation est fondée sur l'apprentissage par le service communautaire. Nous estimons qu'ensuite, il conviendrait d'inscrire dans la formation des enseignants un module optionnel spécialisé en ERE et en didactique extramuros, mais cela, nous n'avons pas pu l'expérimenter. Alors, l'apprentissage par le service communautaire, service learning en anglais, le principe, c'est vraiment inspiré de Dewey, Kolb, etc. C'est l'apprentissage expérientiel. On crée les apprentissages à partir d'un projet à réaliser dans un territoire au service du bien commun. En tout cas, ça, c'est le principe. Ici, la visée est vraiment transformatrice, c'est la transformation non seulement des individus, mais aussi du milieu d'accueil. Et donc là, on est dans une perspective intéressante qui est déjà de l'ordre du partenariat. Il y a beaucoup d'exemples aux États-Unis, mais ailleurs aussi. Mais en formation d'enseignants, il n'y a que quelques travaux qui ont vraiment étudié le pouvoir transformatif des étudiants. Mais ces travaux restent encore très limités à identifier comment les étudiants étaient au départ et comment ils étaient à la sortie, mais peu d'informations sur le processus de transformation en tant que tel. Alors voilà comment nous avons procédé. Donc on a réussi à faire accepter à nos collègues que les étudiants passent tout un quadrimestre ailleurs, quelque part, 30 crédits, donc la moitié des crédits d'une année.
Les étudiants, cependant, sont des étudiants volontaires, parce qu'on n'a pas pu l'imposer à toute une cohorte, hein, c'était un projet expérimental. Donc là, c'est un biais dont on reparlera bien entendu. Nous avons contacté toute une série d'associations qui ont fait des projets globaux dans lesquels les étudiants étaient invités à s'inscrire et à proposer quelque chose de plus précis. Voilà, hein, quelques associations que je vous présente qui ont proposé des projets. Et puis les étudiants ont choisi parmi ces projets et nous avons deux groupes de 2 étudiants qui ont participé au programme en 2016-2017 et une seule étudiante en 2016-2017. En 2017-2018, là il y a une erreur dans le PowerPoint. Alors, les finalités de cet éco-stage, c'est d'abord l'ancrage territorial, puisqu'on a évoqué que la déconnexion était un problème majeur à travers des parcours pédestres et des rencontres avec les acteurs du territoire. L'éco-responsabilité, agir en leader de l'environnement et travailler en équipe. L'autonomisation et l'identité professionnelle extramuros. Lié au fait de mener un projet pédagogique utile pour la communauté. Alors, ce qui distingue les 2 premiers groupes d'étudiants, c'est les 2 demoiselles qui ont travaillé avec le contrat de rivière courte. Leur mission, c'était de réaliser une balise pédagogique Castor pour sensibiliser les élèves et la population d'une manière générale à la cohabitation indispensable avec le castor. Depuis qu'il est protégé au niveau de l'Union européenne, ça peut-être surprendre nos amis canadiens, mais en Belgique, il a été réintroduit artificiellement après avoir été éradiqué par la chasse. Et aujourd'hui, c'est une source, c'est une question socialement vive, comme on dit aujourd'hui. Alors, ces 2 étudiantes, celle de droite, n'avait jamais fréquenté d'autres milieux naturels que la plaine de Jeux près de chez elle. Elle vit dans la banlieue liégeoise. L'autre vivait en plein milieu rural, mais n'avait jamais aidé se promener, se balader dans la nature. Donc toutes les 2 ont dû acheter une paire de bottes de caoutchouc pour aller à la découverte du castor. Les 2 autres qui ont dû réaliser des parcours en géocaching pour la commune d'Olne sont tous les 2 des étudiants qui étaient dans les mouvements de jeunesse. Donc pour eux, c'était pas un problème de se dire on va sortir par tous les temps, on est équipé, on sait comment faire, etc. Donc le géocaching consiste à dissimuler dans différents endroits des petites boîtes. En principe, on se contente de venir signer un registre dans ces boîtes, mais ici la commande de la commune d'Olne, c'était de réaliser des caches qui invitent les jeunes à la découverte du patrimoine naturel et culturel de la commune. Donc dans chacune de ces boîtes, les étudiants ont dissimulé un document qui invitait les personnes qui parcouraient ces sentiers à réaliser une petite activité ou à recevoir de l'information ou à se connecter à un site internet où ils avaient accès à une petite vidéo, des choses de cet ordre. Et la dernière étudiante, Inès, elle a choisi le projet proposé par le musée d'Ourtemblève, qui est consacré au métier de la pierre, et elle a dû réaliser des animations et un livret pédagogique pour exploiter les ressources du musée en tant que tel, et ainsi que les environs du village qui permettaient des carrières, l'habitat, etc. Alors le programme de l'éco-stage est présenté dans ce tableau. Avant le démarrage, on a présenté le programme à tous les étudiants, puis je vous l'ai dit, il n'y en a que quelques-uns qui ont choisi, et les autres avaient un peu peur de s'engager là-dedans. Nous avons produit un guide du stagiaire et du tuteur de stage en nous inspirant du guide du stagiaire du programme Katimavik au Canada. Nous avons établi un contrat entre la haute école et la structure d'accueil. Et puis au mois de septembre, donc l'année académique commence le 15 septembre, nous sommes allés avec les étudiants dans les structures d'accueil. Ils ont participé à une initiation à l'éco-stage avec nous, avec les professeurs concernés, donc professeurs-chercheurs et professeurs en même temps
de nos étudiants. Donc c'est un statut un peu particulier où nous avons dû réfléchir à cette casquette un peu particulière. On peut dire qu'on est dans une recherche-action vraiment impliquante, toutes les parties. Ils ont participé à une semaine de formation en écopédagogie avec l'Institut d'écopédagogie, où ils étaient en présence d'autres étudiants et d'autres adultes. Et puis, à partir du mois d'octobre, a commencé vraiment l'éco-stage en tant que tel. Ils ont passé pratiquement un mois à découvrir le territoire en autonomie, mais avec des conseils judicieux des tuteurs en milieu de stage. Ils ont alors progressivement établi leurs objectifs, leur mandat de stage qu'ils ont présenté aux tuteurs et aux superviseurs de la haute école. Donc les superviseurs de la haute école, j'ai supervisé ces étudiants avec mon collègue psychopédagogue et nous rendions visite aux étudiants une fois par semaine. Donc nous avions avec eux un séminaire d'analyse réflexive toutes les semaines durant 2 heures. Donc là, on a pu... les étudiants devaient tenir un portfolio également, en autonomie, mais pour garder des traces de cette évolution, des obstacles qu'ils rencontraient, des solutions qu'ils avaient trouvées, des états d'âme par lesquels ils passaient. Et ce portfolio leur a permis de produire, alors en toute fin de formation, un document qu'ils ont présenté pour leur évaluation finale. Nous avons instauré une évaluation formative à mi-parcours. Donc là, les étudiants devaient présenter le territoire qu'ils avaient découvert, comme ils le souhaitaient, avec les moyens qu'ils souhaitaient, et présenter le projet qu'ils se promettaient de réaliser. La finalisation de leur projet a été réalisée en janvier avec un moment un peu phare de présentation de leur projet à un public donné autre que les enseignants. Et l'évaluation finale portait sur 4 épreuves finalement. Ils devaient présenter ce qu'ils avaient réalisé, leur portfolio, comme j'en ai parlé. Ils devaient faire une petite conférence sur un sujet choisi et ils devaient au final faire toute une analyse de ce qu'ils avaient engrangé comme résultat au niveau de leur propre formation. Alors, concernant le processus de transformation des étudiants et les rôles de chacun, nous avons identifié à travers les documents qu'avaient produits les élèves, à travers nos propres observations, mais aussi à travers les enquêtes que nous avons menées auprès de leurs parents et auprès de nos maîtres de stage, nous avons pu, et auprès des tuteurs, nous avons pu identifier différentes phases dans le processus de transformation. Alors, tout début du stage, une exaltation sans pareil pour certains étudiants. Ils étaient ravis de ne plus être à la haute école. Ils ont vraiment foncé, je dirais, dans la découverte des territoires. Mais d'autres étaient déjà déstabilisés à ce moment-là, parce qu'ils étaient un peu perdus, vraiment cette autonomie qu'on leur donnait, ils n'étaient pas à l'aise avec cela, complètement habitués à être pilotés par les enseignants, ils étaient un peu perdus. Donc là, on a observé les 2 phénomènes. Mais de toute manière, je dirais à partir de la moitié du mois d'octobre, les 2 groupes sont passés par une phase de déstabilisation, de doute, de remise en question. Voilà, c'est cette phase où ils sont amenés à découvrir le territoire et puis définir un mandat par rapport à l'ensemble du projet qu'ils leur a proposé, ça les perturbait. Non seulement la définition du mandat, mais aussi toutes les étapes, la définition de toutes les étapes pour y arriver. Alors là, le rôle des enseignants-chercheurs a été systématiquement, durant ce mois d'octobre, de les encourager, de les guider en leur proposant des outils de gestion de travail, de valoriser aussi leurs découvertes, de valoriser ce qu'ils avaient vécu et aussi de relativiser les sentiments de doute qu'ils ressentaient en leur disant « c'est normal, vous êtes dans un projet expérimental et donc c'est tout à fait logique ». Et on leur disait aussi « nous non plus, on s'est engagé avec vous
dans cette aventure, et donc on les remercie à chaque fois d'avoir osé franchir le pas et d'oser nous dire très simplement ce qu'ils ressentaient, parce que bon, là, le changement de posture, c'était aussi à nous qu'il appartenait de l'effectuer, hein, quand on est enseignant-chercheur avec des étudiants-chercheurs, puisqu'on les a invités à adopter cette posture. Ça nécessite d'adopter une posture particulière. Il ne fallait pas que ça rate, cette histoire. Hein. D'une certaine manière, il y avait un biais là qui traversait tout le projet, bien entendu. Mais notre objectif était surtout de rendre compte de leur processus de transformation. Alors les tuteurs en milieu de stage ont été assez précieux pour guider nos étudiants, les conseiller, leur fournir une aide matérielle, leur fournir aussi un carnet d'adresses. Ils avaient aussi avec nos étudiants une relation adulte-adulte qui permettait à nos étudiants progressivement d'avoir cette relation avec nous et de modifier leur attitude par rapport à l'idée qu'on se fait habituellement du rapport de force entre les étudiants et les enseignants. Alors dans la deuxième partie de l'éco-stage, en novembre et en décembre, là, les étudiants se sont vraiment engagés à fond dans la réalisation du projet. Ils ont acquis une grande confiance en eux, en voyant que ça avançait. Ils ont été aussi très soutenus par les personnes ressources qu'ils rencontraient sur le terrain et qui se montraient heureuses de voir les apports de ces étudiants pour le territoire. Ils ont finalisé leur projet, tous à temps et à heure, un projet vraiment de qualité. Et puis, donc, dans la phase de finalisation, la partie festive, je dirais, de reconnaissance de leur travail a été vraiment très appréciée par eux et par toutes les parties prenantes. Et puis, alors, l'évaluation a permis, ils ont réussi bien mieux que ce qu'ils avaient réussi jusque-là dans leur parcours scolaire. Ils ont obtenu de très belles cotes de l'avis de tous. Donc là, le mois de janvier s'est terminé vraiment avec un grand sourire, je dirais, pour tout le monde. La douche froide, ça a été en février et juin, parce qu'au deuxième quadrimestre, les étudiants devaient alors, du coup, partir en stage et essayer de réaliser, pour ceux qui le souhaitaient, le même genre de démarche avec des élèves, même si le temps imparti était beaucoup plus réduit, et de réaliser leur travail de fin d'études, leur TFE, sur ce genre de démarche. Alors là, ils ont dû batailler pour que les maîtres de stage acceptent qu'ils mettent quelque chose en place. Une étudiante a été complètement détruite par l'attitude de la maître de stage, alors qu'elle avait bâti un projet extrêmement intéressant sur l'installation de nids pour les chauves-souris dans différentes fermes. Elle avait pris contact avec des fermiers, elle avait monté tout son projet et la maître de stage a dit non, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc là, ce sont des choses qui sont vraiment dures, de se rendre compte qu'en fait, il y a quand même pas mal d'enseignants qui ne sont pas du tout intéressés par ça, qui considèrent que c'est l'affaire des parents. Et donc notre rôle à nous enseignants, c'était de nouveau de légitimer leur approche, de les encourager, de les soutenir et d'essayer de les aider à trouver des maîtres de stage qui étaient favorables à cette démarche. Alors les résultats, on peut attester d'une transformation des éco-stagiaires. Nous avons mené une évaluation croisée avec les étudiants-chercheurs, les enseignants-chercheurs ELMO que nous sommes, nos collègues, les autres enseignants qui allaient en visite de stage, qui les ont suivis aussi, les parents, les tuteurs du stage pilote au premier quadrimètre, les maîtres de stage en milieu scolaire au Q2 et aussi les membres du comité d'accompagnement de la recherche qui nous poussaient dans nos questionnements. Alors les critères que nous avions établis préalablement, que je vous ai présentés, ont servi de balise pour mener cette évaluation au niveau de leur transformation. Au niveau de l'ancrage territorial, tous les étudiants témoignent d'avoir vraiment ressenti un énorme plaisir à découvrir le territoire en profondeur. Ils disent tous que ça a suscité une vraie curiosité pour le milieu ambiant, en particulier pour la nature, une capacité à explorer le territoire en autonomie, un plaisir d'aller à la rencontre des gens,
et une ouverture d'esprit, un apprentissage de la tolérance. Sur ce dernier point, par exemple, il y a une étudiante, celle qui est à droite, en bas, Cindy, elle avait été complètement choquée d'entendre que des agriculteurs souhaitaient tuer tous les castors, et y compris les personnes qui les défendaient. Et alors, elle a failli abandonner le projet sur base de ce constat. Et au fil du temps, elle a découvert des personnes qui proposaient des solutions pour que les castors fassent moins de dégâts. Et donc, elle a progressivement réussi à changer de posture et à adopter une posture plus tolérante. Alors, au niveau de l'éco-responsabilité, ben, les deux images que je présente vous montrent le pas qui a été fait par nos étudiants. En fait, fondamentalement, la plupart de nos étudiants ignorent totalement ce que ça veut dire d'utiliser des matériaux éco-responsables. Donc, quand elles ont eu l'idée de réaliser une maquette évolutive pour présenter l'évolution de l'habitat du castor, elles avaient présenté une maquette, comme vous voyez, sur le document supérieur. Donc, elles ont eu un budget de 1 000 €, elles sont allées dans des magasins, elles ont acheté des objets en plastique, elles ont utilisé du polystyrène qu'elles ont brûlé en dégageant des vapeurs toxiques dans le bureau. Bref, elles n'ont parlé à personne de comment elles allaient le réaliser. Puis quand on a vu ça, on s'est dit, bon là, votre rôle de leader de l'environnement est peut-être à réinterroger. Et là, elles ont repris toute une maquette en utilisant des matériaux naturels. Mais pour elles, ça a été vraiment une rupture très importante. L'autonomisation, ben voilà, à tous les étages, l'apprentissage du travail collaboratif, la communication contextualisée dans différents registres et le gain en maturité est quelque chose que tous les étudiants soulèvent. Juste la brain-moll, c'est la qualité de l'analyse réflexive qui reste encore un peu faible là. Et l'identité professionnelle extramuros, ben, elle est indéniable. Le bonheur d'être souvent dehors pour de longues marches dans la nature, l'acquisition d'une pédagogie extramuros. Donc là, ils sont convaincus des bienfaits d'Extramuros pour les enfants. Leur vision pédagogique est vraiment d'allier l'éducation par et pour l'environnement. Et ils sont intéressés par l'apprentissage par le communautaire. En tout cas, 2 étudiants ont pu le réaliser en stage au 2e quadrimestre. Voilà, les biais à moyen terme, c'est le manque d'audace pour défendre sa vision pédagogique une fois engagé comme enseignant. La remise en question du choix professionnel dans les médias, tellement une partie des étudiants a eu peur de se retrouver dans un moule classique et assez conservateur. Le fait que les étudiants étaient volontaires, et donc si c'était à refaire, ben, je pense qu'il faudrait interroger ce déficit d'autonomie dans le cursus général, mais aussi affiner le processus d'accompagnement et intégrer dans la formation un module d'assertivité pour que les étudiants, une fois en fonction, jeune enseignant ose affirmer une vision différente. Ce n'est pas évident du tout. Il y a beaucoup d'écoles où de jeunes enseignants ont été déboutés de leur proposition d'une pédagogie par la nature. Voilà, donc je termine avec des propositions globales pour un curriculum innovant. Il faut un cadre institutionnel qui soit plus soutenant. La formation initiale, j'en ai parlé abondamment. Il faut évidemment associer cela avec de la formation continue pour sensibiliser les directions d'école et les enseignants en fonction, ainsi que les formateurs d'enseignants. Et un partenariat avec le milieu associatif me semble intéressant et crucial pour faciliter cette transition éco-pédagogique et ce changement de posture, parce que le milieu associatif a l'habitude de pratiquer des découvertes de la nature avec des activités ludiques, une posture que des enseignants ont du mal à adopter, et là ils peuvent leur montrer comment faire. Ils peuvent vraiment leur montrer comment, avec les enfants, adopter une autre posture que celle qui est ancrée sur la crainte qu'ils adoptent des comportements inappropriés, inadéquats, même si c'est un élément qu'il faut prendre. Voilà, je crois que j'arrive au bout. Merci pour votre attention et je vous signale l'ouvrage que j'ai rédigé et qui présente les résultats de notre recherche. J'ai même prêté un portrait avec moi pour ceux que ça intéressait, mais qui est resté ici. Voilà. Oui, très bien. Ok. Très bien, un très grand merci pour votre présentation, votre conférence. Nous avons une vingtaine de minutes pour les questions.
Élodie Ursel, enseignante dans l'éducation nationale de manière assez peu expérimentée, puisqu'avec seulement 2 ans de recul, et 1 an et 2 mois de pratique de pédagogie par la nature. En fait, ce qui m'a surprise dans votre démarche, c'est à quel point ce que vous avez proposé aux étudiants était impressionnant. Vous avez parlé au départ des premiers terrains qui étaient extraordinaires, qui étaient superbes, qui étaient très agréables à l'œil, avec un potentiel extrêmement riche au niveau pédagogique et au niveau de l'envie de participer à la vie de la nature. Et puis plus tard, avec un dispositif, avec un stage sur 5 mois, avec un projet qui me semble énorme. Et moi, quand je suis enseignante toute débutante et que je me dis je vais sortir avec ma classe en nature, plus le projet est énorme et plus je me dis oh là là, je ne vais jamais y arriver. Donc j'ai procédé de la manière un peu inverse par rapport à ce que vous avez proposé et je viens là juste pour partager mon expérience et vous faire part de cette impression que j'ai eue dans votre présentation, sans pour autant que ça remette en question les effets que vous avez pu constater, ni l'intérêt d'un projet aussi lourd et impressionnant. Et donc moi j'ai procédé un peu à l'inverse, c'est-à-dire que d'abord je me suis formée à la pédagogie par la nature, et donc je remercie Laura pour ça puisqu'elle était ma formatrice. Et puis donc la première année j'ai commencé à sortir une demi-journée une fois par semaine, et la deuxième année, qui est donc une année où j'ai fait sur l'année complète, à ce moment-là j'ai été beaucoup plus progressive et je vais continuer comme ça à l'avenir parce que je trouve que ça marche bien, en travaillant dans la cour de récréation pendant la première période, entre septembre et la Toussaint. Parce que ça me permet de prévenir les parents que je vais procéder comme ça. Ça leur permet d'avoir le temps d'acheter des vêtements pour leurs enfants. Ça me permet de trouver des accompagnateurs, de poser les dates et le calendrier, et donc de démarrer à partir de la Toussaint les sorties hors des murs de l'école. Et pendant ce temps-là, ça me permet d'apprendre aux élèves à se comporter à l'école dehors. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de tableau blanc, il n'y a plus qu'une maîtresse et des élèves, et on a une cour d'école, alors la plupart du temps bitumée, mais ça n'a aucun intérêt, on s'en fiche complètement. Moi, ce que je regarde, c'est par où passe le soleil, ou bien je raconte une histoire, et donc on est autour du livre de l'album jeunesse, ou bien on va regarder les escargots, etc. Peu importe ce qu'on fait, on est dehors, et on révise, on récite une poésie, mais on est comme si on était en classe, juste il n'y a plus de mur, il n'y a plus de tableau. Rien que ça apprend aux élèves à travailler dehors, et ça leur apprend à commence à travailler, à ne pas se laisser distraire par la moindre petite chose qui se passe, une voiture qui passe, le camion poubelle qui traverse, peu importe. Et puis en deuxième période, je fais une matinée tous les 15 jours, et ça me permet la première sortie d'apprendre aux élèves à se comporter sur le bord de la route, puisqu'il faut donc sortir de l'école, donc là la sécurité routière, et puis ensuite se comporter en extérieur, découvrir les lieux, découvrir les animaux, découvrir les couleurs, les odeurs, l'environnement, et il n'y a à peu près pas d'objectif pédagogique autre que la découverte du lieu sur la première séance hors des murs de l'école, hors de l'enceinte de l'école. Une fois que ça c'est fait, tous les 15 jours on sort, et là on augmente les objectifs pédagogiques. Et à partir du printemps, je sors une fois par semaine, une matinée par semaine. Et donc là, c'est densifié, mais les élèves sont beaucoup plus efficaces, la météo est plus clémente. Donc pour plein de raisons, c'est plus facile à gérer. Donc voilà, moi je procède comme ça en étant de plus en plus dans l'intensification de la pratique au fur et à mesure de mon année. Et quand je maîtrise mieux mes élèves, quand je connais mieux ma classe, quand je connais mieux mon programme. Et en tant que jeune enseignante, c'est beaucoup plus sécurisant, si je peux dire. Donc voilà, mon partage d'expérience en comparaison de ce que vous me proposez. Si j'avais suivi votre parcours, je ne sais pas si j'aurais démarré aussi vite et aussi tôt, parce que ça m'aurait semblé vraiment des projets énormes. Peut-être que vous accompagnez après dans la réduction des projets, mais voilà mon expérience. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Oui, ce que je voulais dire, c'est que votre démarche me paraît tout à fait cohérente et tout à fait bien pensée. Mais je dirais, l'éco-stage qu'ils ont vécu n'est pas un projet à mettre en place dans une école. C'est vraiment un projet de transformation de futurs enseignants qui est pensé pour vraiment essayer de changer la donne de départ. C'est la transformation des étudiants que vous dites. Alors, nos étudiants en stage au deuxième quadrimestre, mais ils ont procédé
un peu comme vous, si vous voulez, sauf qu'ils travaillent. Bon, ils ont mené des projets dans le cadre de la durée du stage. Donc, effectivement, ils avaient, chez nous en Belgique en tout cas, par semaine, il y a 1h30 par semaine prévue pour le cours d'éveil. Alors, quand ils arrivaient à intégrer le français ou l'éveil scientifique au projet, ça donnait un petit peu plus d'aide. Mais en gros, ce n'était qu'une demi-journée par semaine à leur disposition. Donc, on est dans les mêmes contraintes que vous, si vous voulez. Donc là, ils ont mené effectivement des projets qui ne sont pas à l'échelle de plusieurs mois sur le même sujet tous les jours. Merci Christine. Une autre question? En fait, ma question est la suivante, c'est est-ce qu'en Belgique, il y a une alternance entre la théorie et les stages dans la formation initiale des enseignants? Est-ce que ce ne serait pas un lieu pour justement favoriser une fréquence? Oui, c'est vraiment... Oui. Le principe de base de la formation des enseignants dans toutes les hautes écoles pédagogiques et aussi avec l'université de Liège, ce n'est pas le cas dans toutes les universités, mais même la formation des enseignants du secondaire à l'université de Liège est fondée sur cette alternance entre théorie et pratique, et où très rapidement les enseignants, dès la première année, sont mis en situation d'enseigner, donc ils sont en stage dès la première année, et les de savoir sont construits au départ de cette première expérience, et puis de la seconde, et puis de la troisième. Les stages sont progressifs de durée. Et en troisième, en première, on les encourage à le faire, mais on ne leur impose pas de le faire, c'est trop compliqué. En première, les étudiants la gestion du coup de classe, leur identité professionnelle est vraiment à construire de toutes pièces, et donc c'est beaucoup plus périlleux d'envisager quelque chose qui sorte un peu des normes en première, même si quelques-uns le font quand même. Ceux qui sont habitués justement à gérer des enfants sur le terrain n'hésitent pas à le faire. C'est ceux qui sont dans les mouvements de jeunesse. Ils ont déjà cette habitude de gérer un groupe sur le terrain ou dans la école. Mais en troisième, nous l'avions imposé à tous les étudiants à un moment donné dans l'année. Ils devaient passer par là dans un de leurs stages. Et donc, c'est là qu'on a vu effectivement toute la résistance du milieu enseignant, où bon nombre d'enseignants étaient résistants à cette idée de positionner les bras croisés en attendant que ça faute. C'est vrai, c'est pas évident du tout. Les témoignages de nos étudiants étaient assez décourageants. Donc, c'est pour ça que je plaide pour une articulation entre la formation initiale et réflexion sur l'ensemble du système éducatif. Il faut mettre de côté les directions d'école et les enseignants. Non, je dirais les étudiants vont un peu au casse-pipe, ça les décourage de voir l'enseignant et là on dit enfin, bon, voilà, à quoi ça rime tout ça, et surtout interdisent à l'étudiant d'exploiter ce qui s'est passé sur le terrain en classe. C'est parce que tu es prof de haute école que l'on demandait, je veux bien que tu fasses ton santé didactique, mais après on passe au sérieux, quoi. Donc voilà, c'est pas évident du tout. Mais c'est vrai, nous dans les hautes écoles, et c'est ça qui est particulier, oui, les allers-retours entre théorie et pratique, c'est notre ADN, quoi, vraiment. Ce qui m'a vraiment intéressée, puis je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est que moi, dans ma position, j'essaie aussi un peu de former les enseignants pédagogie par la nature, pédagogie autochtone, et je constate comme vous qu'on a des réticences. On peut convaincre les enseignants, les futurs enseignants, les former, mais au moment du stage, on a cette résistance du milieu scolaire. Donc je voulais vous demander si vous pouviez développer un peu sur votre module d'assertivité que vous envisagez, savoir un peu quel genre de contenu, quel type de forme ça prendrait. Parce que je pense que c'est quelque chose qui serait effectivement porteur pour qu'on puisse aller plus loin, avoir la coopération. Parce qu'on peut travailler, aller chercher la coopération du milieu enseignant, en travaillant avec les leaders scolaires, la formation
des enseignants accompagnateurs, mais je pense que aussi en passant par les étudiants directement, peut-être que vous là vous avez une piste intéressante, mais c'est ce que je voulais vous enjoindre à développer. Le module d'assertivité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'assertivité, c'est en fait, dans ce module d'assertivité, il faudrait que les étudiants s'approprient, s'approprient fondamentalement les fondements de l'éducation relative à l'environnement et de l'éducation par la nature en particulier. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils puissent être animés d'une conviction forte, d'une part, et d'autre part, arriver à convaincre différentes parties prenantes, pas seulement la direction d'école et les collègues, mais aussi les parents. Et ça nécessite de développer des compétences que, en tout cas, nos enseignants du primaire ont du mal à acquérir. Une démotivation de nos étudiants en première primaire, ceux qui arrivent en première année, au fond, pour choisir ce métier, c'est de se retrouver avec des enfants. Et pourquoi est-ce que ça les motive? Alors que nous, évidemment, on va travailler sur leur identité professionnelle en essayant de déconstruire ça. Et c'est quelque part parce qu'ils pensent qu'ils vont être plus en sécurité avec un groupe d'enfants. Ils redoutent, comme la peste, le contact avec les parents. Et encore plus avec la direction ou avec voilà, les collègues plus âgés. Donc, la relation avec des adultes qui pourraient avoir un regard sur ce qu'ils font ou qui ont un pouvoir d'autoriser différentes pédagogies, les tétanise. Donc, c'est vraiment une dimension qui n'est absolument pas travaillée aujourd'hui dans la formation des enseignants chez nous, en tout cas. On ne les prépare même pas à être à l'aise dans les réunions de parents, alors que c'est un moment qu'ils redoutent par excellence. Donc c'est sûr qu'ils vont avoir des difficultés à faire avancer le schmilblick. Et donc dans ce module d'assertivité, il faut qu'ils puissent en tout cas aussi comprendre, parce que nous avons des témoignages qui vont dans ce sens, que s'ils n'arrivent pas à obtenir un minimum d'adhésion du reste de l'équipe pédagogique et de la direction, il ne vaut même pas se lancer, parce que, je dirais, le retour de manivelle a été observé dans plusieurs écoles où les enseignants ont descendu en flammes ce que faisait une enseignante à laquelle je pense en particulier, aux yeux des parents, qui dès lors ne voulaient demander à la direction de ne pas mettre leurs enfants dans cette classe. Et donc cette enseignante a fini par démissionner et par aller dans le secteur associatif pour pouvoir mener les projets qu'elle voulait en éducation par la nature. Mais ça peut avoir des conséquences vraiment très, très, très destructrices si on croit qu'on va pouvoir travailler dans un milieu hostile. Christine, j'aurais aimé poser cette question-là. Je n'ai pas du tout votre expérience en formation initiale. En revanche, j'ai été très naïvement surprise par les constats que vous avez dressés sur certains profils, certaines caractéristiques des profils étudiants, me posant la double question. Est-ce qu'on n'est pas tout simplement sur quelque chose de purement générationnel? Je m'imaginais il y a 20 ans, en me voyant tout à fait dans le profil que vous décriviez au niveau des centres d'intérêt. C'est peut-être une question à part, mais je l'avais en tête. Et la deuxième question en parallèle, c'était de me dire ce que j'ai dit en formation continue d'enseignants, je n'ai pas du tout observé ce que vous décriviez sur les difficultés des enseignants à mobiliser une équipe, à défendre, peut-être parce qu'ils ont ces années derrière qui les ont rendus plus assertifs, d'où l'intérêt pour la question de l'assertivité. Et la manière de bien se faire entendre d'un directeur, d'un conseiller pédagogique, d'un inspecteur, à vue de nez sur la centaine d'enseignants que j'ai accompagnés sur les 2 dernières années, on est sur 80% qui se sont lancés dans les 3 mois en formation continue. Hein. Ils sont déjà en poste depuis 2 ou 3 ans et ils ont embarqué leurs collègues
à 50%, ils ont embarqué leurs collègues et leur école. Est-ce qu'on est tout simplement sur un décalage générationnel ou que le temps va faire l'affaire dans la formation de l'identité professionnelle de ces jeunes que vous accompagnez en formation initiale? Ben moi, j'aurais une réponse prudente par rapport à ça. En tout cas, chez nous, les gens qui viennent en formation continue, ils y viennent de manière volontaire. Donc, forcément, vous avez un public trié sur le volet. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, en Belgique comme ailleurs, il y a une forme d'engouement pour ce qu'on appelle l'école du dehors, qui fait que ce type de pédagogie est aujourd'hui, on va dire, adopté dans le projet d'établissement, ce qu'on appelle le projet d'établissement, le projet de pilotage de l'établissement, dans deux types de situations. Alors, d'une part, il y a les écoles Bobo qui sont situées dans des milieux extrêmement favorables, avec un bel environnement, une nature toute proche, des parcs, enfin bon. Et d'autre part, des écoles en déshérence, qui perdent des élèves depuis quelques années et qui se disent que l'école du dehors est voilà, la stratégie marketing à mettre en place pour rattraper un niveau d'élèves qui évite que l'école ferme. Donc, dans ces deux types de situations, voilà, les enseignants sont désireux et soutenus par leur direction. Mais je dirais, par ailleurs, je dirais, moi, je suis extrêmement sensible aux situations d'injustice socio-environnementale, parce que en Belgique en particulier, la plupart des écoles qui sont en milieu urbain, certaines sont la plupart ne sont pas proches d'un milieu naturel, voire sont dans des milieux industriels désaffectés qui n'offrent aucune nature à proximité, voire une nature qui a l'air naturelle, mais qui n'est en fait qu'une ancienne décharge industrielle avec du cyanure, enfin des tas de choses, même si la forêt qui recouvre ce tas de déchets a l'air sauvage. Donc là, on est dans des situations où, quand les enseignants n'ont pas à proximité un environnement favorable, on peut comprendre la résistance qu'ils opposent à l'idée de généraliser la pédagogie par la nature, ou en tout cas de l'imposer dans des textes. Donc ces écoles n'ont d'autre solution que d'envisager des séjours de classe verte, ou bleue, ou avec des animateurs spécialisés qui connaissent bien le terrain dans lequel on est et qui font le job. Et donc, c'est très rare quand les enseignants, dans les classes vertes, prennent en main les animations eux-mêmes, parce qu'ils ne connaissent pas les lieux. S'ils n'arrivent pas à démontrer que structurellement, on arrive à faire en sorte que les élèves qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire justement des élèves qui sont privés de nature et où le milieu familial n'assure aucun relais, que pour cet élève-là, on arrive à trouver des solutions. Et ces solutions, ça passe notamment par une remise en question de l'aménagement du territoire quand les opportunités se présentent. Quand il y a une friche industrielle à réhabiliter, par exemple, ou avec des partenariats à envisager avec des gens qui ont des grosses propriétés privées, des grands parcs, et qui pourraient être d'accord de les mettre à disposition des classes à proximité. Et ça, je crois qu'il y a vraiment une réflexion de fond à avoir si on ne veut pas que l'école du dehors reste une histoire de bobo ou une histoire de marketing pour des écoles qui détruisent. Merci Christine, je crois que c'était le mot de la fin. Merci.